Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je me trouve en région lyonnaise pour vous présenter l'association Belle Bouffe, une joyeuse association loi 1901 qui, à travers des approches innovantes, conviviales et inclusives, milite pour la transition vers un système alimentaire local plus juste, écologique, solidaire et démocratique. Je vous invite à écouter le témoignage de Marie-Amandine Vermillon, cofondatrice et coordinatrice de Belle Bouffe, cofondatrice du tiers-lieu Le Fait Tout, créé en partenariat avec Singa Lyon. Très bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Marie-Amandine Vermillon. Je suis psychologue sociale, je suis la cofondatrice et la coordinatrice de l'association Belle Bouffe et la cofondatrice et une administratrice du tiers-lieu Le Fait Tout. D'accord. On se trouve ici au Fait Tout, donc un tiers-lieu qui est tout nouveau sur le territoire de la métropole de Lyon, qui a été impulsé par Belle Bouffe et l'association Singa Lyon. Le Fait Tout, c'est un lieu qui est en plein cœur d'un quartier populaire qui s'appelle La Saulée et qui est à côté du technicentre, de l'ancien technicentre de la SNCF de la Mulatière. Donc Le Fait Tout est vraiment à cheval entre les communes de la Mulatière et de Oulin, dans ce quartier populaire de La Saulée. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'association Belle Bouffe, ses origines, son histoire, et nous expliquer un petit peu, un peu la concrétisation de ce projet? Belle Bouffe, on va fêter nos 5 ans en avril 2024. On commence à être une association qui est en train vraiment de se pérenniser. Enfin, en tout cas, c'est notre objectif. Et donc, l'idée de Belle Bouffe, elle a germé au printemps 2018. On était deux, en fait, à l'initiative de Belle Bouffe. À l'époque, on travaillait ensemble en binôme, donc moi, psychologue social et Martin, designer. Et on travaillait dans une autre structure qui développait des projets autour de la ville de demain. Et dans notre métier, on avait une approche qui se veut transdisciplinaire, donc croiser vraiment la psychologie sociale, les sciences humaines et sociales et le design pour répondre à des grands enjeux pour améliorer les cadres de vie en ville. Et puis, en fait, à force de discussion, en fait, déjà, on s'était dit à l'époque qu'on voulait aller encore plus loin pour contribuer à la transition écologique et solidaire dans notre vie professionnelle. Et en même temps, se dire, ok, très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup ? Et assez vite, en fait, la question de l'alimentation, elle est apparue. Ça nous a... En fait, pour nous, c'était vraiment un point d'entrée qui permet de toucher tout un tas d'autres dimensions économiques, de santé, sociale, écologique, politique. Et donc, de fil en aiguille, en fait, on en est arrivé au projet Belle Bouffe, autour de la justice alimentaire. Donc, comment on fait en sorte de garantir l'accès à une alimentation durable pour tous et toutes sur le territoire de la métropole de Lyon. Bon, ça a pris quand même quelques mois avant qu'on arrive à vraiment se dire que ça allait vraiment être la justice alimentaire qui allait être notre fil conducteur d'action, mais en tout cas, l'alimentation qui est arrivée au printemps. Et puis assez rapidement, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est déjà d'une part de se faire accompagner. Donc on allait toquer à la porte d'Antiella et de sa pépinière d'initiative. Et donc on a intégré la pépinière à l'été 2018. Et puis on a créé l'association en avril 2019, donc quand même quasiment un an après en fait le moment où on a eu l'idée. Et puis en fait à l'époque on a eu la chance entre guillemets d'arriver dans un contexte qui était très favorable au développement de Belle Bouffe, puisque la métropole de Lyon était en train de construire sa stratégie alimentaire territoriale. Donc elle était dans une phase de diagnostic pour ensuite créer son projet alimentaire de territoire. Donc clairement, nous, c'était, sans le vouloir, une belle opportunité pour rencontrer tout un tas d'acteurs, comprendre les enjeux qui se jouent sur les questions d'alimentation à l'échelle de notre territoire et de se dire, nous, comment on peut répondre à certains au travers du projet qu'on va créer. Et donc, ça a été un vrai levier pour nous dans le développement de l'association. Et puis aussi, un deuxième facteur qui a permis de faire en sorte que notre projet associatif
puisse être déjà légitime et en même temps avoir du sens sur le territoire, c'est aussi le changement de gouvernement entre guillemets de la métropole avec des élus verts qui sont arrivés et pour le coup notre projet qui s'inscrit aussi dans les projets politiques et donc voilà, on nous écoute et en même temps nous on peut interpeller et en même temps avoir un soutien pour qu'on puisse mener nos actions. Donc voilà, c'était un peu le contexte d'origine de l'association qui était favorable. Et puis, dans ce contexte-là, on a rencontré tout un tas d'initiatives qui ont été marquantes et qui ont vraiment permis aussi de consolider pour nous notre idée. Je pense notamment à VRAC, qu'on avait rencontré assez rapidement, Laurana Vincent et Boris Tavernier. Moi, c'est vraiment des rendez-vous marquants où voilà, on secouait un peu sur les questions d'accessibilité. Et donc voilà, on a fait quand même tout un tas de rendez-vous en début de projet pour qu'on puisse voir un peu quelle allait être notre manière aussi d'agir, ce qu'on peut apporter en plus de ce qui existait. Et puis après ça, donc on a formalisé le projet et on a commencé à mener nos actions terrain. Et en fait, on a eu vraiment une approche de développer en faisant et d'expérimenter les choses et de réajuster à partir de ce qu'on éprouvait sur le terrain. Donc c'est vraiment là ce qu'on a fait pour développer le projet Belle Bouffe et assez rapidement aussi de commencer à avoir une communauté de membres. Parce que pour nous, ce qui faisait sens, sur le format associatif, c'est de vraiment permettre d'engager les personnes aussi vers la justice alimentaire. Donc voilà, essayer de mener petit à petit des actions en mobilisant d'autres habitants pour contribuer ensemble à rendre notre système alimentaire plus juste, plus durable sur le territoire. D'accord. Donc, à partir de cette idée, de ce terrain qui était favorable, d'un accompagnement également, et puis de partenaires, pour le coup, parce que vous travaillez, c'est ça, vous aviez travaillé avec VRAC et avec d'autres structures. Comment on arrive à proposer, finalement, quelles ont été les actions concrètes que vous avez mises en place Alors, les actions concrètes, on a construit des démarches d'éducation populaire, donc des actions qui sont adressées au grand public, que ça soit des ados ou des adultes. Derrière ces actions, l'idée, c'est de reprendre le pouvoir sur son alimentation. Donc, très vite, en fait, on a construit des différents types d'ateliers, d'animation qui permettent, en fait, de travailler un enjeu autour de l'alimentation avec les personnes, en mettant les personnes vraiment au cœur des réflexions. Nous, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut manger, pas manger, acheter, pas acheter, mais faire en sorte que les personnes décident pour elles-mêmes de ce qui va être le mieux pour elles. Ça va être vraiment ça, notre manière d'intervenir. Et en proposant, du coup, des espaces de réflexion, de débat, de partage de connaissances, de cuisine aussi, pour développer ce pouvoir d'agir. Et donc, voilà, très vite, en fait, on a construit différentes animations pour pouvoir développer le pouvoir d'agir des mangeurs, des mangeuses, et puis d'ajuster après au fur et à mesure des retours qu'on avait, les interventions, et d'aller aussi vers des programmes un peu plus conséquents que d'intervenir sur un atelier. Voilà, petit à petit, on a structuré aussi des programmes d'accompagnement pour amplifier notre impact quand on intervient auprès du grand public. On va vraiment être en lien avec des acteurs plutôt de l'action sociale. On va travailler notamment avec, ça peut être des centres d'hébergement d'urgence, des foyers, des centres sociaux, des MJC, des équipements polyvalents jeunesse. En fait, c'est assez varié, mais c'est vrai que la particularité des actions qu'on va mener sur le terrain, elles vont plutôt être orientées vers des publics qui vivent des situations de précarité, qui vivent des inégalités alimentaires, et on va ensemble essayer d'identifier quels sont les freins et comment collectivement on peut lever ces freins d'accès à une alimentation de qualité. On a aussi un axe qui est orienté vers les étudiants. Donc on a créé tout un tas de formats pour les étudiants, que ce soit des expos, des jeux, des ateliers cuisine, un guide aussi pour se nourrir autrement quand on est étudiant sur le territoire. Et puis, on a des actions qui sont orientées vers les habitants des quartiers populaires. Donc, avec elles et eux, déjà se dire, quel est mon environnement alimentaire ? Donc, qu'est-ce qui se trouve autour de moi ? Est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça ne me convient pas ? Si ça ne me convient pas, comment j'aimerais voir évoluer cet environnement alimentaire ? Quel rôle je veux avoir dans l'évolution de cet environnement alimentaire ?
Et puis arriver aussi à mettre en place certaines idées des habitants quand on a aussi le soutien qui le permet. Oui. Donc voilà, c'est vrai que nous, les publics vont être assez variés. On a aussi de plus en plus maintenant des actions tournées vers des publics professionnels. Où on va les outiller vraiment sur les méthodes d'accompagnement qu'on a, qui vraiment, donc, comme je disais, s'inscrivent dans le développement du pouvoir d'agir. Donc on fait de plus en plus de formation-action. On apprend en faisant, avec des temps un peu théoriques sur quels sont les enjeux. Quand on parle de justice alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire la transition alimentaire ? Et après, comment on l'incarne concrètement sur des actions terrain auprès de publics, pour pas être que sur des choses très méta. Donc on a aussi de plus en plus d'actions qui sont tournées vers des professionnels pour les outiller. Pardon, je te coupe. Quand tu dis public professionnel, c'est professionnel de l'action sociale ou... Oui, voilà, il y a pas mal d'animateurs ou d'animatrices dans les centres sociaux, voilà, dans les MJC, on a plutôt, ou même dans d'autres associations en fait, ce genre de demande qui commence à être assez récurrente, parce qu'on a vraiment développé des approches méthodologiques qui nous sont propres, donc qui s'appuient sur les sciences humaines et sociales, le design et l'éducation populaire. Et c'est vrai que ça fait que on a ces démarches-là après maintenant qu'on a envie de partager et qui en général interpellent et plaisent aussi à d'autres professionnels. D'accord. Là, au niveau géographique, vous travaillez essentiellement sur la région, sur Lyon. C'est quoi votre espace de jeu ? Alors, notre espace de jeu, c'est vrai que c'est plutôt la métropole de Lyon. Mais maintenant, on a aussi des demandes petit à petit qui commencent à être en dehors de la métropole. On va par exemple en 2024 intervenir à Saint-Étienne avec le Crous auprès d'étudiants dans certaines résidences étudiantes du Crous. On a aussi eu des demandes dans l'Ain. Donc voilà, petit à petit, on élargit le rayon. Est-ce que vous avez une volonté d'essaimer un peu votre projet, vos méthodes au niveau national ? Est-ce que c'est en prévision ? Pour l'instant, la logique qu'on a, c'est plutôt de documenter certains de nos formats en open source pour qu'on puisse les rendre appropriables par d'autres sur d'autres territoires. Là, c'est plutôt... Pour l'instant, la stratégie qu'on a, on n'est pas dans une logique d'aller essaimer Belle Bouffe partout en France ou dans le monde. On a, en fait, dans notre projet associatif, vraiment cet ancrage local qui est important pour nous. Donc voilà, on est plutôt dans une optique, à la limite, d'agir nous plus à une échelle régionale, mais plutôt après de valoriser ce qu'on fait pour que d'autres l'approprient et après l'adaptent à leur contexte, d'action. Donc là, vous avez 5 ans d'existence. Est-ce que là, on peut faire un peu le bilan et voir un petit peu l'évolution de ce projet, un peu l'impact que ça a pu avoir ? Est-ce que vous avez eu la possibilité d'évaluer un petit peu justement les retours et les bénéfices apportés par tout ce que vous avez mis en place ? Alors on fait, en fait, à chacune de nos actions, on fait des petites mesures d'impact pour voir ce que ça produit sur les personnes, les partenaires quand on intervient. On s'intéresse notamment à comment ça vient faire évoluer des représentations, des croyances qu'on peut avoir sur l'alimentation. Est-ce que ça vient faire développer des connaissances, ça permet d'apprendre des choses, ou bien est-ce que ça vient faire bouger des pratiques ou au moins des intentions à agir et faire autrement. Donc ça, c'est un peu les dimensions qu'on va évaluer quand on mène des actions. Et la majorité des cas, donc, on voit qu'il y a un vrai impact sur l'envie d'agir, sur la motivation à agir, sur l'intention d'agir et sur le fait d'acquérir de nouvelles connaissances et un nouveau rapport à l'alimentation durable. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ressortent quand on fait des mesures d'impact. Donc on est fiers du coup, ça montre que ça sert à quelque chose, que c'est quand même ça l'enjeu qu'on a. Et puis là, donc c'est vrai, 5 ans, enfin bientôt 5 ans, officiellement, mais c'est vrai qu'officieusement ça fait 5 ans en fait. Le bilan, donc il y a quand même du chemin parcouru. Maintenant, on est équipe de 4 salariés. On accueille aussi des volontaires en service civique. Et puis on a là cette année pu, en partenariat avec Singa, donc faire émerger notre projet de tiers-lieu, qui n'était pas un petit projet, mais un gros projet. Donc c'est vrai que là ça a été... Au départ, pour Belle Bouffe, oui. d'accord. Oui, c'est vrai qu'en fait j'en ai pas parlé, mais au début de Belle Bouffe,
on avait vraiment pour envie de faire un tiers-lieu autour de l'alimentation, notamment parce que en fait on travaillait déjà dans un tiers-lieu. Moi j'ai fait toute ma vie professionnelle dans des tiers-lieux et du coup ça faisait vraiment sens pour nous, sauf qu'on s'est dit bon on va pas faire une coquille vide et lancer comme ça un lieu, mais vraiment aller sur le terrain, comprendre les enjeux, rencontrer les acteurs, mener des actions pour qu'ensuite on puisse concevoir un projet qui a du sens par rapport au territoire. Et c'est pour ça que voilà, on a mis de côté cette idée et on a commencé à revenir sur l'idée du tiers-lieu fin 2020 en le conceptualisant un peu plus. Et en fait, début 2021, on a rencontré Singa qui portait aussi un projet de tiers-lieu. Et en fait, il y avait des points de rencontre entre nos deux projets, notamment sur l'alimentation. Nous, Belle Bouffe, c'est au cœur de notre action, donc c'est normal. Singa parce que l'alimentation, elle intervient à différents niveaux. Côté entrepreneuriat, donc ils accompagnent des personnes nouvellement arrivées sur le territoire à développer leurs projets. Et il y en a certains qui développent des projets dans la restauration. Et côté communauté, lien social entre personnes nouvellement arrivées sur le territoire et société d'accueil, il y a notamment un programme Be My Guest autour de l'alimentation. Et donc voilà, on s'est dit déjà, il y a l'alimentation qui intervient dans les deux projets. Et en même temps, on milite pour un monde plus juste. Et donc, en fait, quand on a échangé autour de nos projets de lieux respectifs, on s'est dit qu'il y avait vraiment un intérêt à plus ou moins les fusionner, ou en tout cas construire un projet commun. Et donc là, à partir du printemps 2021, qui a été cette rencontre, on a construit ensemble le projet du Fait-Tout qui a du coup pu être concrétisé au printemps 2023, donc 2 ans après. D'accord. Et donc ce Fait-Tout, alors, vous aviez l'idée, vous aviez le projet. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour pouvoir justement investir les lieux et trouver les bons partenaires? Alors déjà, la première étape, c'était de trouver, quand on avait l'idée, c'était de trouver le lieu. Et en fait, on l'a trouvé assez rapidement, donc qui est une ancienne cantine de cheminots qui appartient à la SNCF. Et en fait, assez rapidement, la SNCF a validé notre projet de tiers-lieu qu'elle trouvait vraiment en lien avec ce qu'eux avaient envie de promouvoir pour valoriser leur site. Et donc en début 2022, une fois qu'on a eu la validation de la SNCF, on s'est lancé du coup avec Singa, donc avec ma binôme Birgit côté Singa, pour rendre concret le projet. Donc l'année 2022, elle a vraiment été consacrée à la structuration du modèle économique, la structuration juridique du projet, à aussi identifier quels allaient être les coûts des travaux, puisqu'il fallait quand même rafraîchir le lieu. Plus que réfléchir, rééquiper aussi le lieu, aller chercher des fonds, une fois qu'on sait combien ça va coûter, maintenant il faut mettre les moyens en face, et puis aussi à aller sur le terrain de Oulin de la Mulatière, puisque le lieu est vraiment à l'interface de ces deux communes, pour aller rencontrer les habitants, de se lier à eux pour voir un petit peu quels sont leurs besoins et comment ils aimeraient que le lieu réponde à ces besoins-là et quelle place ils aimeraient prendre dans le projet, mais aussi les acteurs du territoire, donc les centres sociaux, les communes, les initiatives qui sont dans le quartier, pour, pareil, voir un petit peu avec ces acteurs comment ensemble on va pouvoir venir animer un projet, puisqu'nous on avait dans les grandes lignes écrit le concept, mais après on voulait vraiment à l'époque, et toujours maintenant évidemment, mais que ça soit un projet qui soit co-construit. Et donc, il y a eu toute cette phase de diagnostic participatif et de co-construction du projet, à travers tout un tas de rencontres et de démarches d'aller vers qu'on a menées en 2022 et début d'année 2023. Donc, sur une année, c'est ça? Ça correspond à une année à peu près de recherche. De recherche, de terrain, exactement. Une année, voire un peu plus. Ouais. Et puis, début 2023, chantier participatif. On a eu une centaine d'habitants et des membres de nos communautés qui sont venus. Et puis, également... donc les chantiers participatifs. Et puis, on a aussi, à partir de mars, structuré une équipe pour gérer le lieu. Donc, notre première salariée, Amandine, qui est arrivée en mars, qui est la gestionnaire du Fait-Tout, et à partir du printemps-été, des chefs pour la partie cantine solidaire du Fait-Tout. Et je reviens sur ces 100 personnes, donc ces 100 personnes volontaires, bénévoles, qui sont venues du quartier,
pour participer concrètement à la mise en place du projet, c'est ça? C'est ça, c'était un mélange entre des habitants et des membres de la communauté de Singa et des membres de la communauté de Belle-Bouffe. D'accord, ok, super. Donc ça, vous étiez plutôt satisfaite de ce nombre? Parce que ça me semble beaucoup, enfin, 100 personnes qui se mobilisent pour un projet. Voilà, ça veut dire que j'imagine qu'il a été quand même plutôt bien accueilli au départ, ou il y avait des réticences Alors nous, on n'a pas vraiment, enfin on n'a pas vu de réticence. Au contraire, nous on trouve qu'on a été hyper bien accueillis par le tissu local qui était content de voir un acteur qui arrive, mais surtout qui est dans une logique vraiment de co-construction, qui n'est pas là arrivé avec ses gros sabots pour dire bon ben, on a ça comme projet, maintenant ça va se passer comme ça. Et en fait. On a vraiment ressenti cet accueil qui était bienveillant des acteurs, mais aussi des habitants. Et puis après, oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de gens pendant les chantiers. On était hyper contente de ça, que ça ait bien pris, que ça parle aux gens et qu'ils puissent commencer déjà à s'approprier le lieu en peignant les murs, etc. Et en même temps, ça a beaucoup aidé pour que le projet puisse aussi se concrétiser. Et donc, alors son ouverture, c'était cet été 2023, c'est ça? Ouais. Donc vous avez fait l'inauguration. Depuis donc cette inauguration, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Depuis l'inauguration, on a ouvert donc la cantine écologique, solidaire et tremplin du Fait-Tout. Donc déjà en quelques mots, cette cantine, donc elle est solidaire puisqu'on a une triple tarification, un menu qui est proposé à 12 €. Donc on a entrée, plat, dessert, et donc on va inviter les personnes en fait à donner un petit peu plus. Ça vient alimenter une caisse de solidarité et tous les 10 € récoltés, nous on peut générer un ticket repas qu'on distribue après à des partenaires qui sont en lien avec des publics en situation de précarité pour que ces publics accèdent à 2 € au repas. D'accord. Et puis on a mis en place donc un tarif intermédiaire de 8 € pour les personnes pour qui 12 ça fait un peu trop, mais à qui on ne va pas donner le ticket de 2 €. Donc après c'est vraiment auto-déclaré, la personne peut dire que si elle préfère payer 8 €, elle paye 8 €. Donc là, il y a cette dimension solidaire. Ensuite, il y a la dimension écologique, puisqu'on va travailler des produits qui s'inscrivent dans une agriculture biologique, locale, de saison, équitable, et des préparations qui sont végétariennes. Et la dernière dimension, la dimension tremplin. Là, que sur des plats végétariens? Voilà. Okay, ouais. Mais c'est une cuisine qui se veut voyageuse, où on va vraiment s'inspirer en fait de plein de saveurs, mais en travaillant avec des produits de saison et locaux. Donc c'est une cuisine gourmande et qui nous fait voyager. Et la dernière dimension qui est la dimension tremplin, où en fait l'étendue midi, des personnes qui sont éloignées de l'emploi ou qui sont en transition professionnelle et qui veulent découvrir les métiers de la restauration, peuvent venir s'immerger avec les chefs qui vont les accompagner sur la phase vraiment de préparation, de service et de rangement pour vraiment se rendre compte de ce que c'est que d'être dans une cuisine professionnelle. Et puis à partir de 2024, la partie tremplin, ça sera aussi le soir avec des chefs en résidence qui ont fait le parcours d'accompagnement de Singa et qui pourront tester en conditions réelles leur projet de restauration et ensuite le Fait-Tout pour les accompagner sur leurs approvisionnements, enfin comment ils peuvent aller encore plus loin pour que leur projet de restaurant s'inscrive dans la transition écologique et solidaire. Donc ça, c'est toute la partie buvette cantine. Donc là, elle a été lancée en juin. On est maintenant à plus d'une trentaine de couverts par jour, donc sur les jours d'ouverture du mardi au vendredi midi. Donc on est fiers et ça rentre dans les objectifs qu'on s'était fixés. Donc c'est quand même un bon démarrage pour le projet. Et puis on a aussi une vingtaine de personnes en 2023 parce qu'on commence justement à faire un peu les bilans donc de personnes qui sont venues sur le dispositif tremplin du midi, donc pareil qu'on pu prendre confiance en eux, découvrir quelles étaient les compétences et commencer à développer des savoir-faire autour du métier de cuisinier. Et puis aussi, donc depuis l'ouverture du Fait-Tout, on a mis en place un espace de travail partagé dédié aux initiatives de l'économie sociale et solidaire. Et là, on est une dizaine d'associations à avoir nos bureaux sur site. Donc pareil, il y a eu un engouement. Alors, il reste encore des places, mais on a une première communauté de résidents qui est dans le Fait-Tout.
Pardon, en lien avec la restauration ou pas du tout? Non, Pas forcément. On a l'association La Cloche, on a l'association J'accueille, donc Singa, Belle Bouffe. Il y a aussi Coexister, le Refugee Food Festival, le Rezes, Slow is More et depuis une semaine, Archipel, les médiateurs culturels. Donc voilà, la communauté de coworkers. Donc c'est des projets qui s'inscrivent dans la transition écologique et solidaire et pour l'intérêt général. Oui. Et puis après, on a aussi hébergé tout un tas d'actions, d'activités dans le Fait-Tout. Donc il y a plus de 80 en fait actions qui ont eu lieu au Fait-Tout, que ça soit à destination de pros ou des actions vraiment orientées grand public. D'accord. En 2023. Donc c'est un projet qui en 6 mois a déjà pu bien se déployer. Super. Au niveau économique, vous fonctionnez de quelle façon? Pour le Fait-Tout, on a un modèle économique en plusieurs briques. Donc il y a la partie restauration qui a des entrées d'argent. Il y a la partie coworking aussi. On a également de la privatisation de salles qui est possible. Et la dernière brique, ça va être de la subvention pour soutenir les activités solidaires du lieu. Est-ce que vous avez des partenaires de l'alimentation, de la restauration aussi qui vous accompagnent sur ce projet? Pour le Fait-Tout, on a donc sur la cantine des partenariats donc avec VRAC. Donc il y a une partie des denrées en fait qui sont servies au restaurant qui viennent du groupement d'achat. Donc qui sont des denrées biologiques et circuits courts. Donc il y a un seul intermédiaire qui est VRAC. On a également un partenariat avec Terre de Mille Pas, qui est une ferme qui est dans les Monts d'Or. Et puis, on a aussi un partenariat avec un producteur qui est à Chaponneau, qui s'appelle Pont de Chêne. Et enfin, on a un partenariat avec BioApro pour fournir aussi des denrées biologiques. Donc ça, c'est plutôt orienté Fait-Tout. Oui. Et ensuite, donc orienté cantine, du Fait-Tout. Et puis après, au sein du Fait-Tout, on développe Belle Bouffe, nous, tout un tas d'activités liées à l'alimentation. Par exemple, nous, Belle Bouffe, on anime un groupement d'achat VRAC avec les habitants. Donc tous les mois, c'était notamment là, il y a quelques jours. Donc les habitants qui peuvent venir faire leurs courses au Fait-Tout. Une fois par mois à travers le groupement d'achat pour se procurer des denrées de qualité à prix coûtant. À partir de début 2024, il y aura même une tarification sociale, donc les personnes pourront acheter à moins 30% du prix coûtant des denrées alimentaires. Donc il y a notamment ça. On met en place aussi ce qu'on appelle les rencontres gourmandes, où là en fait c'est n'importe quel habitant peut venir et ça va être vraiment des temps où on va pouvoir échanger sur l'alimentation à la Solé et plus largement à Oulin et la Mulatière. Quelles sont les problématiques qu'on rencontre et quelles solutions on peut mettre en place. Donc on a fait 7 rencontres gourmandes en 2023, enfin sur le deuxième semestre de l'année puisqu'on les a lancées là en septembre. Et en fait, dans les idées qui ont émergé, il y a notamment la question de l'accès à des produits frais, notamment des fruits et des légumes. Et donc, les habitants vont, en 2024, mettre en place un système qui leur permet, donc ils vont réfléchir à la forme. Est-ce que c'est sous forme de panier, comme une AMAP? Est-ce que c'est sous forme de marché? Ou une autre forme, comment on peut faire en sorte qu'on ait accès à des denrées de qualité et fraîches au Fait-Tout et en même temps accessibles d'un point de vue économique. Donc ça fait partie des choses qu'on fait d'animation du territoire. Et puis on a aussi des actions orientées vers notre communauté. Donc le Belle Bouffe Club qu'on a mis en place, où là en fait ce sont une thématique qui est choisie pendant un semestre et qui va être décryptée sous toutes ses facettes à travers différents formats. Donc le premier Belle Bouffe Club s'est tenu là en 2023 au deuxième semestre sur la thématique des low-tech et comment mobiliser des approches low-tech autour de l'alimentation. Donc on a fait un ciné-débat, on a fait un atelier lacto-fermentation, on a créé un jeu qui s'appelle Conservaction dédié à la conservation des aliments. On a aussi fabriqué un séchoir solaire, donc on a fait plein d'actions liées au low-tech et en ce moment on est en train de demander à notre communauté quel sera le prochain thème du Belle Bouffe Club pour le premier semestre 2024. Et dernière chose qu'on anime Belle Bouffe sur les questions d'alimentation Fait-Tout sont les cartes blanches.
où là, en gros, c'est des membres de l'asso qui ont carte blanche, donc ils peuvent proposer ce qu'ils veulent au fait-tout, tant que c'est en lien avec nos valeurs et l'alimentation. Mais voilà, ils peuvent prendre possession du fait-tout, de la cuisine pédagogique et du coup déployer leur projet. Donc là, par exemple, on va avoir une bénévole pour demain, enfin en tout cas fin décembre, qui va proposer un atelier autour des goûters de Noël, parce qu'elle avait envie de partager les recettes qu'elle aime faire pour la fin d'année. Est-ce que, j'imagine, vous avez rencontré des problématiques, je pense à l'inflation notamment, qui a peut-être eu un impact sur toutes vos actions. Quelles ont été les plus grosses problématiques et comment vous avez réussi à les contourner ? Alors, les plus grosses problématiques, je dirais que, en fait, ce qu'il y a de complexe, ça va être, côté Belle Bouffe en tout cas, de consolider notre modèle économique, puisque pour l'instant, il n'est pas vraiment stabilisé. On se rend compte là, au fur et à mesure des années, qu'on a plutôt une tendance à aller vers une part assez importante de soutien public dans notre projet associatif. Du coup, ça fait partie vraiment des enjeux là pour 2024 de se dire comment on fait en sorte que on puisse avoir un peu moins de soutien, en tout cas être plus autonome dans notre modèle, en se disant que voilà, potentiellement, si on a un acteur public qui décide de ne plus soutenir le projet, ça peut vraiment mettre en péril les actions. Donc il y a vraiment toute cette complexité autour du modèle économique des assos, et en tout cas de Belle Bouffe. Donc ça fait vraiment partie des choses qu'on est en train de travailler. Et juste, vous êtes tourné vers des entreprises privées qui pourraient vous soutenir, ou des entreprises liées à la restauration, ou est-ce que ça peut être envisagé ? Pour l'instant, on n'a pas vraiment de soutien de fondations privées. Côté Belle Bouffe, on en a eu pour le fait-tout, mais pas pour Belle Bouffe. Nous, on a créé une charte qui est assez stricte sur qui peut nous soutenir et qui ne peut pas nous soutenir. Donc on passe à la moulinette déjà avant de nous de postuler par exemple à des appels à projets. Par contre, ce qu'on voit comme perspective de développement pour 2024, c'est plutôt d'avoir de la prestation pour certaines entreprises qui ont envie d'embarquer leurs salariés autour de l'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer maintenant. En plus qu'il y a un lieu comme le Fait-Tout, on peut vraiment recevoir, animer des ateliers, des sessions d'accompagnement de formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer, mais qui reste justement à structurer et après à faire en sorte que ça soit connu pour que les gens y recourent. Et donc ça fait partie des pistes qu'on a de développement. Et puis aussi de pouvoir avoir un peu plus de dons dans notre modèle économique. Ça fait partie des pistes auxquelles on a pensé pour équilibrer par rapport à l'apport de subventions publiques. Et puis on a aussi de la prestation, par exemple quand on intervient près d'un centre social, ça va être aussi sous forme de prestation. Mais voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu. C'est ça, je trouve, qui est assez complexe quand on est une association où il y a parfois des injonctions un peu paradoxales. Et en même temps, pour moi, c'est important. On vient proposer, répondre à des grands enjeux et s'inscrire dans l'intérêt général. Et c'est aussi normal, en fait, qu'on soit soutenu par les acteurs publics. Oui, tout à fait. Donc, voilà, il y a cet équilibre à trouver. Être complètement dépendant, effectivement. Voilà. C'est une prise de risque. Est-ce que le fait de s'associer à plusieurs associations, etc., c'est forcément intéressant, ou ça apporte une complexité, ou qu'est-ce que ça vous a apporté finalement de vous associer avec une autre structure comme Singa, ou peut-être comme d'autres prochainement? S'associer à d'autres, ça permet, moi je trouve, vraiment d'augmenter notre impact, d'amplifier l'impact, puisque notamment dans le cas de Belle Bouffe et de Singa, on touchait pas forcément les mêmes publics, ou en tout cas pas forcément sur les mêmes enjeux. Et donc là, ça permet vraiment de croiser tout un tas d'enjeux. Et donc, moi je trouve que c'est vraiment un moyen d'accroître en fait le rayonnement et l'impact de nos projets. Mais effectivement, ça amène aussi de la complexité parce qu'il faut s'entendre, il faut partager des valeurs, mais au-delà des valeurs, vraiment après, des manières de faire qui soient communes ou d'en créer de nouvelles ensemble. Donc ça prend aussi du temps.
Donc ça c'est clair. Donc voilà, il y a vraiment cet enjeu de collaboration après au quotidien qui se fait pas tout seul, quoi. Il y a voilà, ce cadre à créer et à entretenir aussi au fil du temps. En plus, dans le cas du Fait-Tout, c'est qu'on est les deux structures fondatrices, mais maintenant, il y a d'autres structures qui s'agrègent au projet. Donc il y a vraiment tout cet enjeu d'animation de communauté et de vraiment rendre clair la gouvernance et la manière dont chacun et chacune peut s'impliquer. Et en fait, ça, c'est pas si simple que ça. Donc, on apprend, on teste des choses, ça prend un peu de temps. Mais en même temps, moi, je trouve que c'est ça qui fait sens aussi dans ce projet, c'est d'avoir un projet qui est collectif. Parce que pour moi, la transition, elle peut se faire que collectivement. Donc, bien sûr. On arrive toujours à trouver des solutions. En général, on rebondit, on s'adapte. En tout cas, voilà, c'est l'esprit un peu de débrouille aussi qui est là au quotidien. Mais oui, après, je pense que c'est principalement voilà, comment on rend pérenne un projet qui est solidaire. Ça, c'est vraiment un enjeu. Enfin, c'est pas une problématique en soi, mais c'est quelque chose à avoir en tête et qui, en fait, n'est pas si simple que ça. Il faut travailler dessus en permanence, quoi. C'est ça. Jamais acquis. Oui, c'est jamais acquis. Non. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas problématique. Ce qui est fatigant, c'est d'être toujours dans ce cycle des appels à projets, de se dire que on peut difficilement se projeter à long terme si on ne trouve pas des différentes sources de financement. Enfin là, il y a ces enjeux-là, mais après. C'est pas des grosses problématiques, je pense que c'est le quotidien des associations. C'est le quotidien des associations et puis ça amène aussi une certaine richesse dans l'innovation mais c'est vrai, enfin voilà, je pense qu'on peut pas s'ennuyer sur ce type de projet. Jamais il n'y a pas de routine, quoi. Voilà, ça c'est clair. C'est ça. Il n'y a pas de routine, ça n'existe pas. C'est clair. À l'heure actuelle, là, quels sont vos besoins ? Oui. Donc les besoins côté Fait-Tout, c'est de continuer de consolider le projet puisqu'on a mis en place les différentes briques et qui ont commencé à se mettre en route. Donc là, on est vraiment en phase de test. Et en 2024, il y a un ajustement, de voir un peu comment s'est passée l'année 2023, comment on va plus loin et qu'on puisse faire en sorte que le projet continue de se structurer, de se consolider, que ça soit dans des enjeux vraiment de fonctionnement, mais aussi économiques. Donc pour le Fait-Tout, et on a en même temps plein d'envies, plein d'idées. Donc les hiérarchiser, par quoi on commence, ce qui est le mieux à faire. Donc voilà, il y a vraiment cet enjeu maintenant pour le Fait-Tout, se dire bon, ça y est, c'est lancé maintenant, faut maintenir et consolider. Et puis côté Belle Bouffe, les besoins du moment. Je dirais, donc c'est plutôt, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est au niveau, maintenant on a une équipe qui est stabilisée et l'enjeu c'est vraiment en 2024, travailler sur le modèle économique de Belle Bouffe, le renforcer. Moi je dirais que voilà, ça va être ça le besoin de 2024. Le besoin de 2023 c'était faire sortir de terre le Fait-Tout. On l'a fait. Maintenant, on a mis énormément d'énergie dans le projet du Fait-Tout. Maintenant, voilà, on se reconcentre sur Belle Bouffe et on voit comment on peut inscrire vraiment notre projet dans le long terme. D'accord. Ok, super. Alors, on peut dire que ce projet, on peut le qualifier de succès. Vous avancez et vous faites vraiment des choses vraiment intéressantes. Ce qu'on aime bien dans ce podcast, c'est définir ce qu'on appelle, nous, les clés de succès. Est-ce que tu peux nous présenter 2-3 clés de succès de ce projet ou de ces projets ? Qu'est-ce qui fait que ces projets fonctionnent et évoluent dans le bon sens ? Alors, je dirais que les clés de succès, c'est d'une part que ce soit l'un ou l'autre des projets qui ont des valeurs fortes, qui sont partagées aussi, et qui essayent au maximum de réduire l'écart entre les valeurs qu'on prône et les pratiques effectives qu'on a. Et ça se sent, Belle Bouffe, même je le sens, que ce soit avec l'équipe salariée, avec les membres de l'asso, avec nos partenaires, c'est qu'il y a vraiment des valeurs fortes et une incarnation de ces valeurs dans les pratiques quotidiennes de Belle Bouffe. Donc il y a d'une part cet enjeu-là. Je dirais aussi que les clés de succès, c'est d'avoir des projets qui s'inscrivent dans un contexte qui est connu. Donc en fait, pour l'un ou pour l'autre,
le fait d'aller toquer à toutes les portes, d'avoir une cartographie des acteurs qui agissent sur un territoire, de savoir qui a quoi comme rôle et comment on peut imaginer des synergies, c'est aussi quelque chose qui va être important et qui va garantir davantage de succès, entre guillemets, que quand on débarque, on fait des trucs, on sait pas trop qui fait quoi, comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, d'avoir cette compréhension d'un territoire et de voir comment on se positionne à l'intérieur et comment on maille et on coopère dans cet écosystème. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui fait partie, en fait, des clés de succès. Et projet. Puis, il y a aussi la participation des parties prenantes au projet. Au-delà d'identifier, c'est de se dire comment on embarque avec nous et qu'on co-construit ensemble des actions, des projets. Donc voilà, moi je dirais qu'il y a les valeurs, le territoire, une compréhension de qui fait quoi et aussi de contribution de tous et toutes aux actions. C'est ça. Et ce qui peut être complexe aussi dans les projets que nous on peut rencontrer, c'est effectivement cette participation, elle est importante, mais est-ce qu'on pourrait citer des astuces pour justement pérenniser un peu cette participation, la rendre dynamique et surtout garder les parties prenantes au cœur du projet. On sait toujours qu'on en perd un peu sur la route. Et comment dans le temps on arrive à garder toutes ces structures partenaires. Et participants partenaires et aussi participants locaux ou habitants. Je dirais que déjà, c'est de réfléchir au pourquoi de la participation, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on fait participer et qu'il y ait du sens dans la participation et qu'on ne fasse pas juste participer les gens, les partenaires pour les faire participer. Donc il y a déjà le sens qu'on va y mettre et de toujours questionner le sens qu'on met dans les actions et dans la contribution des uns et des autres à un projet. Et ensuite, de faire en sorte que le cadre il soit clair pour permettre aux uns et aux autres d'apporter qui ils sont dans le projet. Donc vraiment d'avoir un cadre clair, des méthodes aussi qui permettent la participation effective. Nous on développe tout un tas de méthodologies pour nous adresser à différents types de publics à partir de leur manière d'être, de parler. Des fois, on a des personnes qui ne parlent même pas français. Donc, comment on fait en sorte que, quoi qu'il arrive, on reste inclusif et qu'on permet à tous d'avoir son mot à dire et sa place dans un groupe. Donc, pour moi, il y a le cadre, il y a la méthodo, il y a le sens qu'on va mettre. Et il y a aussi, pareil, la co-construction, aussi de demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ils veulent le faire. Essayer au maximum de partir des besoins des personnes ou des parties prenantes pour construire à partir de ça et pas que s'écouter nous avec ce qu'on aurait envie de faire nous, mais qui ne serait pas connecté aux besoins de terrain. Donc il y a cet enjeu d'écoute active des besoins et de co-construction pour permettre une participation des personnes. Et après, même si il n'y a pas grand monde qui participe, nous on essaye d'être toujours aussi dans le qualitatif avant de faire du quantitatif. Par rapport à tous ces projets, comment tu pourrais qualifier l'innovation selon toi ? Quelle est ta définition de l'innovation ? Je dirais que l'innovation, donc c'est vrai que nous, les projets, que ce soit Belle Bouffe ou le Fait-Tout, on va s'inscrire dans le champ de l'innovation sociale. C'est à la fois des démarches, c'est un processus d'innovation, donc comme je disais, qui est co-construit, et c'est en même temps un résultat qui permet de répondre à des besoins qui ne sont pas forcément satisfaits et d'y répondre à partir des personnes concernées, des acteurs concernés par ces problématiques-là. Donc voilà, moi j'attache vraiment l'importance au résultat, mais avant tout au processus aussi pour y arriver. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'innovation. Dans l'innovation, je dirais qu'il y a aussi une dimension qui est collective et pluridisciplinaire, de dire on ne fait pas tout seul dans notre coin, mais qu'en même temps on a besoin d'être Belle Bouffe, mais aussi d'avoir les habitants, nos membres, des acteurs, etc. Et donc il y a vraiment cet enjeu de processus collectif dans la co-construction des réponses et dans le fait d'avancer ensemble qui va être important. Et du coup, cet enjeu
qui peut être, je sais pas si c'est pas le mot transdisciplinaire qui va, mais de faire dialoguer différents mondes entre eux. Et c'est ça qui fait la richesse, qui amène aussi plein de complexité, mais aussi qui fait la richesse de ce qui va être proposé. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment mettre les personnes, en tous les cas, concernées par les besoins et les problématiques qu'on identifie et qu'elles apportent une réponse avec nous à travers un processus qu'on va faire pour répondre à ce besoin. D'accord. Très bien. Et Marie-Amandine, pour conclure, est-ce que tu peux nous donner tes inspirations, nous proposer tes inspirations, voilà, une référence bibliographique, un thème, je ne sais pas, qu'est-ce qui te fait lever le matin? Il y a pas mal de choses qui me font lever le matin, mais dans les inspirations, je dirais en tout cas, moi, je vais en donner plusieurs qui nous aident avec Belle Bouffe, alors pas au quotidien, mais en tout cas qui ont été importantes et d'ailleurs qu'on partage aussi quand on a l'occasion d'échanger, soit avec des bénévoles ou des partenaires. Il y a notamment la chaire Alimentation du Monde de l'UNESCO, donc qui est portée par Montpellier, avec notamment Nicolas Bricas, qui est un des chercheurs de la chaire. Et en fait, cette chaire a notamment écrit pour une écologie de l'alimentation. Donc ça, c'est clairement un livre, en plus, qui est téléchargeable gratuitement. Donc un livre qu'on peut se procurer, se télécharger pour avoir vraiment un panorama de tous les enjeux autour de la transition alimentaire. Ouais. Donc il y a déjà cette ressource-là, et puis on peut retrouver tout un tas de webinaires aussi, gratuits en ligne. Donc il y a d'une part, d'un point de vue théorique, cette chaire qui en tout cas est inspirante. Il y a aussi des chercheuses comme Dominique Paturel, qui travaille beaucoup sur la démocratie alimentaire, qui nous inspire. Il y a aussi là une anthropologue, Bénédicte Bonzi, qui a fait une thèse sur les violences alimentaires et le don, et qui a travaillé en fait dans son terrain sur les dispositifs d'aide alimentaire. Donc ça, c'est pareil, des références qui nous inspirent et qui interrogent les systèmes d'aide alimentaire actuels. Et puis après, sinon, là, c'est plus personnel, mais dans les ressources qui vont aussi, enfin les ressources ou les personnes qui vont m'inspirer, il va vraiment y avoir aussi des approches plutôt intersectionnelles pour penser l'alimentation et la transition alimentaire. Donc notamment Nora Boisouni, qui a écrit 3 ouvrages sur l'alimentation et le genre et les classes sociales. Il y a aussi des autrices qui proposent plutôt un regard décolonial autour des questions d'alimentation, comment on peut tenter de décoloniser nos assiettes et d'avoir plutôt une grille de lecture antiraciste aussi de l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment des choses qui là, nous inspirent et qu'on intègre dans les interventions aussi qu'on va mener, puisque pour nous, la transition, elle ne peut pas se faire sans avoir une approche en fait qui est intersectionnelle et qui, du coup, prend en compte tous les systèmes d'oppression et qui se rejoue dans les systèmes alimentaires et donc dans nos assiettes. D'accord. Et donc là, après, il y a plein d'autrices, notamment, je dis autrices, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui écrivent là-dessus. Et donc, je pense notamment à Fatima Ouassak. Là, on a fait un festival il n'y a pas longtemps. On a invité Canel Fourdrinier, qui a travaillé sur le scandale du chlordécone en Martinique, notamment. Donc, en fait, il y a tout un tas de militants, de chercheuses qui aussi proposent d'autres manières de penser l'alimentation et la transition alimentaire. Et pour nous, c'est aussi des choses qui sont inspirantes. C'est clair. Mais c'est là qu'on voit que ce sujet de l'alimentation amène de multiples autres sujets problématiques. Et que c'est ça qui est super intéressant, c'est de pouvoir travailler de façon un peu systémique sur ce thème, l'alimentation qui que l'on partage tous. Voilà. Donc, non, je trouve ça passionnant. Je remettrai tous les liens et puis je te demanderai exactement le nom de toutes ces autrices. Je pense que ça peut inspirer beaucoup de monde. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué? Venez au Fait-Tout. Voilà, venez au Fait-Tout. Tu peux nous rappeler, c'est ouvert toute la semaine, plutôt en semaine? C'est plutôt en semaine, les midis pour le moment, donc du mardi au vendredi midi, au Fait-Tout pour la cantine, pour découvrir la cantine, et après, en fonction des animations qui sont proposées, le Fait-Tout est ouvert. D'accord. Et prochainement le soir, ce sera après... Alors, on a commencé à ouvrir, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, les jeudis soirs. Oui. Et en 2024, on va élargir aussi les soirées d'ouverture.
à partir a priori du printemps. Ok, super. Il y a un extérieur ou pas? Ou non, c'est juste... Il y aura bientôt un extérieur. Pareil, à partir du printemps, on va mettre une terrasse le long de l'Iseron, donc en face du Fétou. Okay, donc on pourra venir siroter des jus au Fétou. Cet été. Merci beaucoup en tout cas. Et je te souhaite encore des belles réussites et une belle évolution dans ce projet, dans ces 2 projets finalement. Et voilà, et on a hâte de venir au Fétou régulièrement et de pouvoir participer à l'ensemble des actions que vous menez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup Amandine pour ton implication dans ce beau projet. Les éléments retenus lors de cette conversation. S'associer pour amplifier l'impact, croiser les enjeux et développer le rayonnement. S'appuyer sur des valeurs fortes pour réduire les écarts entre les valeurs que l'on prône et les pratiques effectives. Il faut que le projet s'inscrive dans un contexte connu, en maîtrisant la cartographie des acteurs pour créer des synergies. Il faut partir des besoins des parties prenantes à l'aide d'une écoute active pour pérenniser la participation. Il est important de se questionner sans cesse sur le sens de cette participation et proposer un cadre clair et adapté aux différents publics. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast ? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.